Bonjour tout le monde, j'ai le plaisir pour ce numéro 66 de MPCM de recevoir Anthony Crétet. Et je me suis demandé en commençant cette émission si lui et moi, nous allions au cours de cet entretien sortir de la zone de confort qu'il a, on va dire, conceptualisée avec un cercle rouge. Peut-être rapidement expliquer ce que c'est la zone de confort de Anthony Crétet, puis finalement de chacun d'entre nous. Alors ma définition de la zone de confort, je pense qu'elle a pas mal évolué depuis le moment où j'ai fait ce TEDx en question à Martigny. J'avais conceptualisé ça beaucoup par rapport à mon parcours artistique et au fait d'avoir voulu faire un one-man show complet à 15 ans sans avoir aucune idée de la chose. Parce qu'en fait, la métaphore que tu as utilisée, j'ai trouvé que c'est parlant pour chacun d'entre nous, dans toute notre profession, etc. Si tu pouvais juste la visualiser par rapport au cercle rouge déjà. Alors voilà, j'étais sur un petit cercle, un tapis rouge, et puis j'expliquais qu'à mon avis, plus on sort de ce cercle, plus le cercle s'élargit et on devient confortable, en guillemets, dans toutes sortes de situations. Donc à mon avis, ce sera toujours bénéfique d'aller chercher en dehors de ce qu'on a l'habitude. Et après avoir fait ces 15 minutes à peu près, tu t'es senti, tu dis tiens, j'ai un tout petit peu agrandi ma zone rouge. Alors oui, là clairement c'était un des exemples que j'avais pas l'habitude quand on m'a approché pour faire une conférence. J'ai dit mais ça c'est vraiment pas du tout mon truc. Quoi. Alors tu nous as apporté 3 livres. Le premier c'est Hunger Games de Suzanne Collins. Alors tu nous dis un petit mot et puis pourquoi ça t'a marqué, ce livre qui a donné un film je crois. Alors j'ai eu beaucoup de peine à choisir pour tout en général et là c'était pareil. Alors Hunger Games c'est moi une série de livres qui m'a beaucoup plu. Donc je pense les films sont très connus forcément. Moi j'ai commencé par les livres, je voulais lire avant de voir les films. Et c'est une série qui m'a vraiment passionné parce que c'est une dystopie. En gros, on prend un monde futuriste assez catastrophique où les États-Unis sont divisés en 13 districts plus le Capitole qui est la capitale riche. Et puis il y a vraiment un écho, je trouve, avec notre monde, des affaires de pouvoir, de richesse, de pauvreté. Et puis tous les districts donc, doivent envoyer des personnes qui vont devoir se tuer dans une arène. Donc le concept est assez horrible, mais à travers ça, il y a beaucoup de choses qui sont exprimées, je trouve, de politique un peu dans notre monde qui fait écho dans cette série. Ok, alors ça c'est le premier livre. Le deuxième, alors beaucoup plus connu, on en a parlé avec le directeur du Crocheton, le livre de Jean Anouilh, Antigone. Alors, qu'est-ce qui t'a... J'ai le même livre que le directeur du Crocheton. Non, alors, on a fait une émission presque sur Antigone. Ok. Alors, bon, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, vu que je serai moins précis. Mais donc ça, on l'a lu à l'école. Et puis, donc c'est une tragédie de Anouilh qu'il a reprise de Sophocle. Et normalement, moi, je ne suis pas trop tragédie. Mais là, ça m'a quand même bien touché d'avoir lu ce livre. Et j'ai trouvé très intéressant, surtout, la confrontation entre Antigone et Créon et l'idéalisme de l'enfance, où moi je me suis senti pas mal proche d'Antigone sur certains points, et puis Créon qui est beaucoup plus raisonnable, on va dire, et qui accepte les compromis de son rôle. Mais d'accepter d'être raisonnable, ça débouche sur l'horreur, hein, on va dire absolue. Oui, hein, voilà, c'est ça. C'est un peu ça. Et puis alors le dernier qui est dans ton registre beaucoup plus, c'est La vie est presque mort de Joseph Gordoni. Alors pourquoi Joseph Gordoni, Marie-Thérèse Porcher? Et puis qu'est-ce qui t'a parlé finalement dans ce livre? Alors ça c'est le livre donc Transplanté. Donc lui il en a fait un spectacle complet qui raconte toute son épreuve qu'il a traversée ces dernières années. C'est pas mal, ça a pas mal été vu dans les médias, mais il a failli mourir donc plusieurs fois avec le Covid et tout ça. Et puis, dans ce spectacle, donc là-dedans, il y a à la fois le texte du spectacle et d'autres extraits autobiographiques et tout sur cet artiste que je trouve absolument fabuleux et qui m'a beaucoup inspiré. Donc, je pense qu'il est plus connu sous le nom de Marie-Thérèse Porcher. Là, il parle vraiment en son nom et il a eu une vie, un parcours artistique qui est vraiment très intéressant. Alors, c'est chez Favre, donc Transplanté, avec un jeu de mots, je pense, de Joseph Gordoni. Et puis alors, je t'ai réservé 2 petites définitions très très courtes. La première,
qui vient du dictionnaire du diable que je présente. Alors, elle est très très courte, c'est sur le mot imposteur. C'est le mot imposteur, alors il définit comme ça l'imposteur, il dit c'est le candidat rival à des honneurs publics. Alors je pourrais te lancer sur la concurrence avec tes confrères comiques ou bien pas, tu le vois comme ça La concurrence. Comme des imposteurs parce qu'ils vont te prendre une partie du public. Non, non, je pense pas. Et je pense que c'est vraiment pas la vision à adopter. Alors c'est normal quand on est au début de carrière d'arriver un peu à la bataille, mais c'est vraiment pas le but. Je pense qu'il y a de la place pour tous les types d'humour et à plus forte raison dans tout le monde artistique, il en faut pour tous les goûts. Et puis même on grandit avec les autres, on fait des très belles rencontres, donc le but c'est pas d'être en concurrence totale. Donc c'est naturellement un dictionnaire aux définitions caustiques, encore plus caustique, c'est le dictionnaire insolent de l'anarchiste valaisan Narcisse Prat, décédé, et qui lui, alors j'ai pris au hasard, je me suis dit qu'avec quelqu'un qui était tout le temps très sérieux, il fallait une définition très sérieuse, celle de la mort aura. Qu'est-ce que c'est la mort aura? C'est un puissant déclencheur d'héritage. Oh, un puissant déclencheur d'héritage. Donc on va l'utiliser pour capter plus vite l'héritage de ses parents. Bon, alors, oui, ça dépend quelle famille, ça dépend quel intérêt. Moi je sais que je me dirige vers un monde un peu incertain financièrement, en tout cas pour l'instant, mais je compte pas donner de la mort au rat à mes parents, en tout cas pas tout de suite. Voilà. Donc si tu es ici, c'est que j'ai apprécié vraiment de manière fantastique Le bourgeois gentilhomme qui a été mis en scène par Stéphane Albeda, qui sera mon prochain invité d'ailleurs, par les hasards de programmation que je ne maîtrise pas trop. Le bourgeois gentilhomme, alors moi j'ai envie de te faire parler un tout petit peu d'abord de la troupe, parce que toi, tu es quelqu'un qui te dirige vers des spectacles tout seul, etc. Et je voulais savoir comment c'était le rapport avec tous ceux qui t'entouraient, vous étiez finalement une trentaine de personnes, etc. Comment tu as ressenti cette énergie, où tu te l'as appropriée d'une manière différente, etc. Puis finalement, parler un peu de l'ambiance qu'il y avait dans ce... C'est toujours une expérience extraordinaire. Moi, le bourgeois gentilhomme, c'était ma 3e pièce que je faisais au Collège des Creusets. Les deux autres, c'était? Il y a eu La Bonne Âme du Sichuan en première année et puis Gatsby le Magnifique en deuxième. Donc le bourgeois, c'était vraiment pour ponctuer mon collège. Et puis, donc il y a ce truc sympa, à chaque fois, il y a une partie de la troupe qui reste et puis il y a les anciens 5e qui partent et qui laissent la place aux suivants, aux nouveaux qui souvent n'ont jamais fait de théâtre. Donc ça amène une dynamique qui est super intéressante entre les différences d'expérience, de vécu, certains ont déjà fait du théâtre à côté, ils arrivent avec beaucoup de connaissances, d'autres pas du tout, c'était mon cas. Et donc sur le bourgeois gentilhomme, moi je faisais partie des anciens et c'était vraiment cool de voir tous les nouveaux arriver, apporter encore quelque chose de nouveau. Il faut à chaque fois reformer l'ambiance de groupe. Mais moi, des 3 ans que j'étais là, ça s'est toujours bien déroulé. C'est très bienveillant, je trouve. Et puis, on évolue dans le travail. Et c'est marrant de voir aussi l'évolution au sein même de l'année du sérieux que ça peut prendre dans la tête. Parce qu'on ne se rend pas forcément compte quand on va dans une troupe comme ça. On se dit, ah, c'est sympa, faire du théâtre à côté de l'école. Puis quand on va plus profondément dans le projet, on se dit, ouh là là. Ah ouais, c'est un truc. Puis la dynamique, elle a toujours été positive, où il y a eu des moments de frottement pour arriver à ce spectacle qui était vraiment fabuleux. Alors franchement, sur cette dernière pièce, ça a été assez lisse et linéaire, quoi. J'ai trouvé ça incroyable cette année, comme ça roulait. On sentait qu'on n'avait pas trop de retard sur le programme non plus. On avançait dans les scènes petit à petit. Alors il y a toujours des questionnements. Moi je suis le pro pour... être la panique totale et puis dire il n'y a rien qui va pas fonctionner. Mais là, c'était franchement très bien. Ouais. Et non, il n'y a pas eu de là, tu as parlé avant de Hunger Games, quelque chose de contemporain, on est dans une dystopie future, etc. Maintenant, je fais le mouvement inverse, je dis qu'est-ce qu'il y a de moderne dans Monsieur Jourdain pour toi, jeune étudiant Bah, je pense que Monsieur Jourdain, on en connaît plusieurs. Chacun c'est pas un personnage que de l'époque de Molière. Donc il est intemporel. Ouais, clairement. C'est cette personne qui veut
gravir les échelons sociaux et puis qui a envie de toujours plus et qui, pour finir, est plus ridicule qu'autre chose. Moi, j'en ai déjà vu plusieurs, je ne citerai pas de nom. Donc voilà, je pense que c'est plutôt moderne. Et tu as fait plusieurs représentations, et d'après ce que j'ai compris, et presque les gens de ta troupe aussi, anticipaient, on va dire, des inventions sur le moment d'Anthony Créteau. Ça te vient comme ça ou Alors, bon, pendant les représentations, les inventions, elles sont assez cadrées, parce que pas prendre non plus trop de risques de mettre en difficulté le groupe, et puis on ne sait jamais comment ça va réagir. Mais c'est sûr qu'en répétition, il faut être très inventif. C'est le mieux, je pense, pour créer des choses comme ça. Puis il y a beaucoup de blagues, et déjà qu'il y en a beaucoup qui sont écrites, mais alors il y en a beaucoup qu'on a créées en répétition et qu'il suffit tout d'un coup de faire quelque chose de très spécial. Puis, et là, tu sens que ça prend chez tes camarades, et que donc ça pourrait fonctionner aussi dans le public. Quand on voit Stéphane Albelda faire ça au premier rang et qui dit ça on garde, c'est que c'est positif. Et là tu te mets dans la tête et tu te dis à la prochaine représentation il faut absolument que je sois un tout petit peu identique à ça parce que ça a fonctionné avec les miens. Oui, mais arriver à l'identique total, c'est jamais possible. Ça c'est sûr que c'est aussi ce qui est intéressant, c'est que d'une fois à l'autre, d'une représentation à l'autre, c'est tellement différent. Comme on joue, comme on interagit, il y a des passages de la pièce que je trouve qu'on a beaucoup mieux joué tel jour, et le même passage le lendemain on le joue moins bien, donc ça c'est super intéressant. J'ai souvent cette question à ceux qui sont ici, qui sont plus âgés que toi, c'est finalement ta passion, tu l'as acquise à 10 ans, à 12 ans, comment elle est venue finalement cette sorte de certitude qui t'habite, de pouvoir finalement apporter quelque chose à la cité, dans la joie? Alors, la passion du spectacle et de l'humour, elle est née, je pense, dans les fêtes de famille, parce qu'on faisait toujours des spectacles, des fêtes à thème et tout ça. Donc là, déjà avec les cousins... C'est tes parents qui organisaient ça ou... Voilà, on faisait un tournus entre la famille élargie. Donc ça, et puis ensuite, là où j'ai eu un petit déclic, c'est en voyant Jean-Louis Drault en spectacle dans un tout petit théâtre. Il joue dans le garage de ses parents aux Arlaches, donc le théâtre Montsédan. Et puis là, le fait de voir en comique, qu'on peut faire un spectacle sans grands moyens et puis dans une toute petite salle intimiste, je me suis dit, oh waouh, c'est possible en fait, c'est accessible, parce qu'avant, j'avais plutôt l'image, on voit des Gad Elmaleh, des trucs comme ça qui paraissent... on dit de toute façon, c'est pas accessible à nous, encore moins ici. Et en fait, là, ça m'a fait le déclic. Et puis à partir de ça, il y a eu plein de petites choses qui sont arrivées. J'ai présenté la Combat du Talent, la soirée de la commune, la première fois que je montais sur scène. Et puis après, arrivé en 3e du cycle, on devait faire le projet personnel. Puis là, j'ai voulu faire un one-man show. Et là, ça a été le gros basculement, on va dire. Je crois, puisque tu viens là-dessus, je crois que dans ton travail de maturité aussi, tu t'es un peu lancé là-dedans, sur le rire, ou bien tu as fait un spectacle, ou comment... Voilà, alors je suis le spécialiste pour tous les travaux de fin d'école, je vais faire un spectacle en fait. Mais donc oui, le travail de maturité, j'ai fait, donc pourquoi devenir humoriste, et puis avec Stéphane Albelda justement. Et donc là-dedans, c'était aussi de faire une partie théorique sur plutôt le rire, la philosophie derrière l'humour et l'ironie, le fonctionnement, voilà. Et puis une partie artistique où je faisais une représentation. Mon oral de TM, ça a été une grande partie, faire un grand sketch. J'ai fait durant 25 minutes, je crois. Ah, quand même assez conséquent. Ouais, alors à la base, l'idée c'était de faire un spectacle complet, mais je me suis vite rendu compte que avec la 4e du collège, la 5e du collège à côté, plus la rédaction du TM théorique, c'était moyen quoi. J'avais pas envie de faire un spectacle dont je suis pas totalement satisfait, donc j'ai préféré faire plus court et me concentrer sur une partie de 20-25 minutes. Donc même si tu es au début de ta carrière, en fait on sent qu'il y a des humours très différents. On sent que De Vos c'est pas Bigard, etc. Jérôme Ferrari c'est
c'est pas quelqu'un d'autre, etc. Enfin, il y a une grande variation. Puis les sources de l'humour peuvent être très différentes dans la vie quotidienne, dans la vie politique, à la télé, dans la famille, etc. Toi, tu te dirais, tu te vois comment, dans quelle, on va dire, catégorie, si on veut un tout petit peu catégoriser tout ça. Bon, c'est toujours difficile à dire de l'intérieur, ce sera plus les gens qui vont voir, qui me diront, mais et je suis toujours en recherche, justement je suis encore au début de ma carrière, je pense que je vais beaucoup évoluer puis trouver ce qui me plaît réellement. Moi je suis dans un style pas totalement stand-up, vu que maintenant c'est ce qui est le plus à la mode, entre guillemets, donc j'aime bien avoir quand même beaucoup de corps dedans, s'il y a de la musique, s'il y a un peu de danse, ça j'adore, jouer des personnages aussi, donc je sais pas de qui je me rapproche le plus. Je fais pas de l'humour non plus, encore de l'humour noir, parce que je me sens pas encore totalement légitime, je pense, et puis peut-être mon âge aussi fait que j'ai encore un peu peur d'aller là-dedans, même si ça pourrait venir un petit peu. Je pense que c'est important d'être incisif sur certains sujets, mais voilà, donc pour l'instant j'ai fait beaucoup de sketchs sur mon vécu, parce que c'est un peu le stade, c'est la chose qu'on connaît le mieux, puis là on est sûr qu'il n'y a personne d'autre qui l'a fait. Donc par mon vécu, je peux exprimer pas mal de choses et puis jouer des personnages différents. Je me suis demandé, j'ai une question, mais tu l'as presque abordé la réponse. Je me suis dit, on m'a dit tu vas interroger quelqu'un qui se dirige vers le stand-up. Et puis d'un autre côté, je t'ai vu dans le Bourgeois Gentilhomme et je me suis dit, mais pourquoi il va dans le stand-up? Parce qu'il aime bouger, il aime occuper, et il aime déjà... il y a des mimiques dans le stand-up, mais pas à ce point. Et surtout ton corps, je veux dire, tu utilises ton corps de manière pleine sur la scène. Alors je me suis dit, est-ce qu'il n'y a pas une contradiction entre se diriger vers le stand-up où finalement tu as une lumière, un micro et puis un rond, j'ai envie de dire. Et puis, mais je crois que tu es un peu... Alors je ne sais pas qui est l'informateur, mais alors non, je ne me dirige pas vraiment vers le stand-up. Déjà parce que je pense que c'est un genre où je suis moins à l'aise, et puis justement moi si je peux mêler le style stand-up qui est de mon point de vue super intéressant au niveau de l'écriture et du fonctionnement de la blague, parce que le stand-up c'est vraiment ça, c'est tout dans l'écriture et c'est avoir des punchlines bien placées, presque à chaque phrase il y a un rire, une blague, donc ça c'est intéressant de prendre cette efficacité là et pour moi de la mettre en relation avec du mouvement, et s'il peut y avoir des personnages qui viennent se mêler à tout ça, de la musique, un peu de mise en scène, moi c'est ce que je préfère. Je suis un fan de technique, moi dès qu'il y a des projecteurs qui font comme ça, je suis tout content. Ah d'accord. Et la musique aussi, dans le Bourgeois Gentilhomme, il y a pas mal de musique, avec des musiciens derrière, une création musicale, etc. Tu imagines quelque chose t'accompagner dans ce sens ou pas? Alors de la création musicale, moi j'en ai jamais fait, j'ai joué du cornet pendant quelques années. J'aime beaucoup la musique. Fanfare? Ouais, en fanfare. Et puis j'ai eu des petits essais de composition très ratés. Donc je pense que j'ai pas encore les capacités pour composer totalement des musiques pour mon spectacle. Mais j'ai déjà plein de musiques en tête, existantes, que j'aimerais beaucoup avoir dans mon spectacle. La semaine dernière, avant d'être sur ce canapé, tu as passé une bonne semaine à Avignon. Qu'est-ce qui t'a plu là-dedans? Est-ce que c'était la première fois que tu allais ou bien tu avais déjà été? Alors c'était la deuxième année que j'allais à Avignon avec... Alors cette année, dis-nous ce que tu as aimé. Alors bon, de Avignon en général, c'est de toute façon un contexte que je trouve fabuleux. C'est quelque chose, je ne m'attendais pas à ça, de se faire tracter dans la rue, c'est une effervescence qui est vraiment incroyable à vivre. Voilà. Et il y a de tout, il y a tous les spectacles, toutes les affiches, tout est possible, des gens qui font des petits spectacles de rue pour attirer les gens dans les salles. Donc vraiment, il y a cette bataille d'attirer le public, donc ils ont tous envie qu'on vienne voir leur spectacle. Et on tombe aussi sur tout et n'importe quoi. Puis c'est ça que j'aime, c'est qu'on peut entrer dans une salle et je trouve ça mais terriblement nul. Et donc je passe un très long moment. Mais après ce qui est intéressant, c'est justement l'argumentation à la sortie avec le reste du groupe. Il y a un échange alors qui se passe bien. Nous on part avec un grand groupe de 10, 11.
Donc forcément, statistiquement, presque chaque spectacle, c'est pas l'unanimité. Il y en a un ou deux qui ont aimé, qui vont dire pourquoi ils ont aimé, puis nous on doit dire pourquoi on n'a pas aimé. Et on peut se retrouver par exemple dans une salle où c'est le rire qui devrait prévaloir, où certains trouvent ça fantastique, du rire très gras, et puis d'autres en se disant mais non d'une pipe, pendant 40 minutes je me suis complètement ennuyé, ou pire, je me suis senti presque agressé par ce qui se passait. Exactement, et puis avec l'humour, je pense que c'est une réaction encore plus épidermique, parce que là le rire est là ou il n'est pas là. Et c'est ça aussi que je trouve beau avec justement les spectacles d'humour, c'est qu'on sait tout de suite si le public apprécie ou pas, on sent l'ambiance de salle. Si on va avoir une tragédie, le public suit, il est spectateur, mais il n'interagit pas vraiment. Même si on peut sentir aussi l'énergie, je trouve que c'est très différent, et pour les comédiens et pour l'ambiance. Et puis à la sortie, le public pourra dire j'ai beaucoup aimé, j'ai pas aimé, mais c'est difficile à deviner sans discuter avec. Alors et si tu étais programmateur du Crocheton, je ne sais pas, tu dis j'ai vu toute une série de spectacles, mais si je pouvais en choisir un de ceux que j'ai vus là, ça serait pas mal de le faire venir chez nous, ça serait lequel? Un que j'ai beaucoup aimé, il s'appelait Molière, tout en majuscule, et en fait c'est une abréviation, ils ont fait ça comme ça. Et là c'est 3 comédiens plus un musicien sur scène qui tournent les rôles et qui racontent en fait l'histoire de vie de Molière en piochant dans toutes ses œuvres, les répliques et en jouant des bouts de scène de chaque pièce de Molière. Et c'était super intéressant, autant du point de vue mise en scène que dans le jeu, ils étaient vraiment très très drôles. Donc ça m'a plu beaucoup. Est-ce que celui qui fait son spectacle tout seul, il a besoin de quelqu'un qui le met en scène? Et qu'est-ce qui lui apporte cette personne? Alors je pense que oui. J'ai encore jamais eu de metteur en scène sur le prochain One Man Show. Normalement ça devrait être le cas, certainement dans la personne de Sandrine Miglino. Donc ça, je pense qu'évidemment, ça apporte beaucoup de choses. Déjà, c'est un regard extérieur qui est hyper important. Parce que quand on est dans le projet, il y a beaucoup de choses qu'on a l'impression ou qu'on pense faire juste. Et en fait, on a vraiment besoin de quelqu'un extérieur qui dit « ça c'est pas bien, ça c'est bien, tu devrais essayer ça comme mouvement, on devrait faire ça comme mise en scène lumière. » Donc voilà. Oui. Est-ce qu'on peut rire de tout? Je mangeais hier avec ma fille à la rue de Comté, là, où hélas on a assisté à la mort, à la crise cardiaque de quelqu'un. Puis après, il y a eu des échanges là. Et puis il y a cette phrase qui est ressortie, on peut rire de tout, mais pas avec n'importe qui. Moi j'ai envie de dire, quand l'homme public, comique, vient sur scène, il ne choisit pas ses spectateurs, donc il doit rire avec n'importe qui, hein, avec n'importe qui finalement. Alors, est-ce qu'on peut rire de tout avec n'importe qui? Alors, question très compliquée, mais j'en ai parlé justement un peu dans mon TM, et j'ai lu plein d'articles super intéressants. Donc, le travail de maturité. Voilà. Ah, d'accord. Et quel positionnement tu as pris là-dedans? Je pense que je n'ai pas encore un positionnement certain sur cette question-là. Je vais plus prendre des exemples d'humoristes qui ont parlé de cette question. Vous avez parlé avant de Jérémy Ferrari. Lui, c'est quelqu'un qui fait un humour très noir, très incisif. Alors, à son avis, oui, on peut rire de tout, mais il faut le faire avec une extrême intelligence. Et puis, lui, par exemple, il a fait un sketch vraiment pas très longtemps après les attentats du Bataclan et tout ça, les attentats de Paris. Il a fait un sketch sur ça, mais quelques mois à peine après. Donc c'est encore quelque chose, un sujet extrêmement sensible. Les gens sont très pris par ça. Et pourtant, il a réussi, ça a ri dans la salle et il n'a pas eu de problème après. Mais parce qu'il a fait quelque chose de tellement extrême pour montrer que, en fait, donc, la personne prudent et intelligent. Voilà, je pense que c'est ça l'intérêt. Et puis surtout montrer que quand on fait un sketch par exemple sur ça et qu'il rit de ça, c'est pour dédramatiser la chose, pour enlever l'horreur qui a été mise chez les gens, et puis que c'est pas ce qu'il pense lui vraiment, c'est justement l'humour, et ça, de réussir à différencier le personnage entre ce qu'on pense vraiment et ce qu'on dit sur scène, c'est important de le faire voir aux gens. L'humoriste, enfin le comique, c'est pas simplement un amuseur, c'est aussi quelqu'un d'engagé, d'après ta conception de ce que doit être, on va dire, d'un point de vue éthique,
le comédien qui est dans ce registre? Je pense à moindre mesure, on est toujours un petit peu engagé pour quelque chose, même si on ne le fait pas trop exprès. Et après, c'est un choix aussi artistique, parce qu'il y a beaucoup de théories. Il y en a qui pensent que l'humoriste doit être de toute façon engagé, d'autres qui diraient j'ai pas envie d'avoir son avis, ni sur la politique, ni sur d'autres sujets, je veux juste qu'il me fasse rire, donc ce sera un autre registre de blague. Je pense si j'arrive à mêler un petit peu les deux, encore une fois, moi j'aime bien être pas trop, pour l'instant en tout cas, vu que je cherche encore ce qui me plaît le plus, je pense que c'est intéressant d'avoir un peu de tout dans cet humour-là. J'ai reçu sur ce divan avant tes camarades de théâtre qui a fait Le Bourgeois Gentilhomme. Et puis il a utilisé, à l'insu de son plein gré, mais c'était vraiment de manière spontanée, on va dire, le terme de génie en parlant de toi. J'ai entendu quelqu'un, après Le Bourgeois Gentilhomme, dire « Ouais, c'est De Funès, mais en mieux ». Quand tu entends ce genre de compliment-là, tu arrives à rester bien au sol. Je trouve que c'est quelque chose d'actualité parce qu'il y a un gars, là, maintenant, dans un tout autre domaine, Lamine Yamal, en football, 17 ans, qu'on met, on va dire, sur les nues encore stratosphériques du monde du football. J'ai envie de dire, comment, à ce jeune âge, on arrive finalement à garder une modestie qui peut-être est totalement nécessaire pour continuer. Bon, moi, j'ai pas gagné la Coupe d'Europe, donc ça aide déjà, mais non, bon, alors ça m'a beaucoup touché. Merci William, et merci à tous ceux qui m'ont complimenté après Le Bourgeois. C'était vraiment touchant de voir les échanges avec les gens après. Moi, j'ai de la peine à croire déjà. Bon, de toute façon, quand on dit génie, c'est de toute façon très excessif et il faut le prendre à moindre mesure. Donc, je prends toujours les compliments des gens et ça m'aide aussi à avancer. Puis c'est sûr que c'est très motivant pour le travail de se dire bon, bah, tout le travail que j'ai fait, ça plaît en plus aux gens. Donc, c'est chouette, je vois que je suis dans la bonne direction. Mais il faut toujours... non, si on n'a plus la modestie, à mon avis, on se casse la gueule vraiment très très vite. Mais le fait que tes pairs, parce que finalement, c'est un exemple que j'ai mis parmi d'autres, mais quand je vois autour des gens qui t'ont côtoyé, etc., ils se sont dit, mais c'est évident, Anthony doit aller dans cette direction-là, donc ça n'a pas été une surprise du fait que, on va parler un peu de ton avenir, mais que tu veuilles te diriger là-dedans. Est-ce que c'est aussi une source de motivation? Puis finalement, en disant, oui, je prends une certaine route, que les gens croient que je suis à même de prendre. Est-ce que c'est un incitateur finalement? Je pense que c'est motivant, mais c'est pas vraiment ça qui m'a incité. C'est vraiment personnel comme choix. Je pense pas que j'ai été beaucoup influencé par d'autres qui m'ont dit tu devrais faire ça. J'ai déjà entendu des gens qui disent il faut absolument que tu partes là-dedans. Alors cette conviction d'aller dans cette direction, ça te vient au début du collège, déjà au cycle, ou c'est... Le moment où j'ai été vraiment convaincu, ouais, c'est à peu près le début du collège. Je dirais deuxième, troisième, où là, ben, j'ai continué à faire des animations et puis des soirées privées, souvent, à côté du collège. Donc j'ai un peu travaillé, j'ai de plus en plus pratiqué aussi. Je fais depuis quelques temps des vidéos sur les réseaux sociaux. Puis là aussi, là, ça bouge beaucoup. C'est un style très différent, mais c'est très intéressant aussi. Et donc là, j'ai été vraiment convaincu, ok, c'est ça que je veux faire. Aussi, je me suis dit, bon, je ne sais pas trop pourquoi je suis au collège par rapport à ce métier-là, mais je vais y rester quand même. Et puis, ouais, c'est ça qui m'a poussé là-dedans. Et alors, pour le futur, c'est quoi? Maintenant, tu sors, tu as obtenu une maturité, etc. Donc, la voie universitaire, ça ne sera pas celle-là. C'est quoi? Tu sais quoi tes options? Alors, comment tu vois le truc? Moi, depuis bientôt une année maintenant, j'ai de la chance d'être accompagné par la INPROD, donc de Sandrine Viglino. Et puis eux, ils sont là vraiment pour me mener à la voie professionnelle. Parce que le passage entre l'amateur et le professionnel, il est quand même assez périlleux dans le milieu artistique, je pense. Et donc eux, ils sont venus m'approcher pour que je sois avec eux. Et ça, c'était vraiment une magnifique surprise. Et donc voilà, le but maintenant, c'est de partir dans l'écriture d'un nouveau spectacle et de me lancer vraiment au niveau professionnel
Donc pratiquer beaucoup, ça ce sera vraiment l'objectif. Aller jouer dans des comédie clubs, beaucoup dans les autres cantons aussi, vu que pour l'instant j'ai jamais joué à l'extérieur du Valais. Donc il faut vraiment que j'aille me confronter, pourquoi pas en France, ça on verra aussi. Et puis voilà, j'ai plusieurs projets en attente que je peux pas vraiment en dire plus pour l'instant, mais je me réjouis beaucoup de vivre cette aventure incroyable. Quelle est ta date de naissance exacte? 28 décembre 2002. Je te la pose parce que j'ai vu sur les réseaux sociaux, je ne sais pas exactement où, que tu étais un fan d'astrologie. Je sais pas. Pas vraiment. Ah, c'est faux alors, c'est faux. C'est une mauvaise information. C'est une mauvaise information. Donc, pas l'astrologie, c'est pas. Parce que j'avais envie de te dire, mais convainc-moi qu'il y a quelque chose de. Alors, je ne suis pas le bon client. Là. Ah oui, alors donc c'est totalement. Parce qu'avec le TEDx. Pour présenter tes choix de musique, etc. Ils ont dit voilà, ce gars-là, il est également. Fan d'astrologie. Bah, j'ai lu ça avant, en préparant cette émission. Je me suis dit, tiens, je sais pas si vous êtes dans l'humour ou bien pas. Alors là, je suis à côté. Je pense que c'était une blague alors. Mais il n'était pas présenté comme ça. À part ça, il y a quelque chose qui m'a très intéressé dans le même texte là, c'est cette notion de savoir être indulgent avec soi-même. Oui, j'ai eu. Je pense encore maintenant, c'est quelque chose, j'ai beaucoup de peine à accepter de faire des erreurs, quoi. Et pourtant, là, pour le métier que j'ai choisi, je suis obligé pour mon bien-être d'accepter, parce que c'est presque jamais parfait comme on a envie. Une représentation, sur le Bourgeois gentilhomme, il y en a eu plusieurs, où moi je sors de scène, je suis dépité, parce que pour moi, j'ai pas accompli ce que je devais, et puis j'étais pas où j'aurais voulu être en termes de jeu ou bien en termes d'autres choses. Donc c'est sûr que je pense que c'est bien de garder cette exigence parce que ça m'aide vraiment pour le travail, c'est ça qui me pousse en avant aussi, mais il faut que j'apprenne vraiment à me dire c'est pas dramatique. Ta réception de la critique, par exemple, tu as fait le Bourgeois gentilhomme, je pense qu'il y a des moments où le metteur en scène a dit tu n'es pas dans le bon registre, change un peu. Tu la reçois de manière positive chaque fois ou... Alors, tout dépend de qui, du metteur en scène. Oui, franchement, là, c'est vraiment un processus de travail. Donc, en plus, je lui fais énormément confiance sur la direction à prendre. Donc ça, c'est totalement OK pour moi. Et puis, j'ai aucun souci à qu'on me dise non, on fait pas comme ça, essaye comme ça c'était pas bien. J'ai même besoin qu'on me le dise pour que je puisse évoluer, parce que sinon, tu as l'impression d'être tout le temps constant. Si on te dit toujours c'est très bien, on peut pas trop évoluer. Après, la réception de critiques autres, des fois, c'est pas toujours facile. Tout d'un coup, de quelque chose qu'on a beaucoup travaillé, qui nous tient à cœur, que quelqu'un vienne dire j'ai pas aimé. Ça fait toujours un petit quelque chose, mais en même temps, c'est aussi positif. Et ce qui est intéressant, c'est justement pourquoi il n'a pas aimé. J'ai assisté hier, par les hasards de ma vie, à la présentation d'un travail de master par 6 jeunes architectes devant 12 jurés. Et puis, ils sont exprimés à la fin, donc c'était 5 heures, plus de 5 heures, c'était très long. Et il y avait 50 minutes à la fin où il y avait les 12 jurés qui se sont exprimés. Et ce qui m'a remué, on va dire presque, c'est que je voyais ces jeunes présentés, je trouvais que les critiques étaient extraordinairement rudes, robustes, rudes, la plupart des gens ils ont dit correct, etc. Et puis j'ai parlé avec ces gens à la sortie que je ne connaissais pas, hein, et ils m'ont tous dit, on a été drillés finalement pour recevoir des critiques tout au long de cet apprentissage. C'est-à-dire qu'on a l'habitude de ces critiques sévères qui sont pour nous des moyens d'aller. Et c'est parce qu'on a reçu ces critiques. Et je me suis dit, par exemple, dans mon métier, je vois mal des juges, des avocats ou des procureurs pouvoir être critiqués publiquement. Dans des jugements, peut-être, mais publiquement comme ça. Et je trouve que c'est une force finalement incroyable. Et je me disais que finalement, pour le comique, qu'il y ait des personnes d'autorité qui puissent les entendre et les faire progresser, est-ce que ce n'est pas cet art-là qui finalement pourra provoquer des améliorations chez ces comédiens? Oui, alors si j'ai bien compris, c'est oui, les critiques
ça mène vraiment à l'amélioration. Voilà. Ça, c'est obligatoire. Si on arrive à les recevoir vraiment. C'est ça. Bah, sans être touché au niveau de la sensibilité profonde, parce qu'il y a ce narcissisme dans chacun d'entre nous qui se dit, mais non, d'une pipe, on touche à quelque chose de si profond que j'aime, et alors j'essaye de faire de mon mieux quand même, ça, par rapport à ceux qui veulent encore plus, c'est pas assez. Et c'est aussi ce qu'on discutait avant par rapport à la modestie. Pour moi, si on perd la modestie, on n'entend plus les critiques. Et c'est ce qui arrive des fois avec je prends l'exemple dans le monde de l'humour, d'humoristes très célèbres, qui tout d'un coup, ils se détachent totalement de la réalité, des critiques, tout le monde les acclame. Et c'est là qu'en général, ces gens-là, ils retombent très rapidement parce que tu n'es plus connecté à la réalité, et puis parce qu'il faut entendre les critiques des gens qui sont vraiment sincères envers toi pour pouvoir toujours progresser puis comprendre. Donc c'est hyper important les critiques. Après, c'est sûr que c'est un aspect, je pense, avec tous les métiers qui jouent sur la notoriété et les métiers publics. Il faut avoir les armes un peu aussi pour s'en protéger. Parce que, et en particulier, je pense, c'est beaucoup dit et redit, mais par rapport aux réseaux sociaux, c'est encore un degré de violence qui est supérieur. Moi, pour l'instant, j'ai eu de la chance, je suis assez épargné, mais j'ai eu quelques messages, quelques fois, depuis quelques années, on reçoit ça fait tout de suite mal, et il faut vraiment réussir le détachement, parce que ça, c'est le type de critique qui n'apporte rien. Se faire insulter. On se forme une cuirasse ou bien Je pense que c'est nécessaire un petit peu. Ouais. Et puis savoir surtout trier justement les critiques qui sont pour ton amélioration et le bien-être, et les critiques qui sont juste méchantes et qui servent absolument à rien du coup. Alors oui, effectivement, j'ai vu que tu étais sur les réseaux sociaux, je pense dans un registre un petit peu différent. C'est une obligation, un devoir, nécessité, si on veut augmenter sa notoriété ou bien Je pense que c'est pas une nécessité, mais on n'a presque pas le choix. Je pense qu'il y a peu de gens aujourd'hui qui peuvent réussir en tout cas un boom. C'est compliqué d'éviter ce biais-là. Parce qu'au niveau format, on est dans un tout autre registre. Voilà, c'est ça qui n'a rien à voir. Et puis c'est compliqué des fois l'adaptation justement, parce que j'aimerais bien dire venez voir ce que je fais sur scène, parce que à mon avis c'est plus intéressant que ce que je propose sur les réseaux sociaux. Mais en même temps, ce biais-là, ça m'a permis de toucher tellement un public plus large et tellement plus rapidement que je ne peux pas cracher sur cette partie. Est-ce que tu penses, en disant, ouais, j'essaye des formats, mais j'aimerais avoir ce format qui fait qu'on va reconnaître tout de suite sur les réseaux, donc au niveau marketing, j'ai envie de dire, la patte d'Anthony Crété. Est-ce que tu penses à ça ou bien pas? Ouais, ça ce serait super. Mais j'ai vite vu que c'était à peu près impossible à prévoir. Parce que certaines vidéos que je me dis, ouf, celle-là, je la trouve, ouais, je sais pas si ça va marcher. On essaye, tout d'un coup celle-là elle pète, ça fait beaucoup de vues et beaucoup de réactions. Et une autre, je me dis, oh celle-là c'est top, et ben ça marche pas du tout. Donc j'ai essayé d'arrêter aussi de me prendre la tête. Il faut que j'essaye de publier des choses. C'est aussi dans mon but de développement de carrière cette année, c'est beaucoup plus être présent sur les réseaux sociaux pour pouvoir créer cette... Donc, une vidéo qui marche, une vidéo qui ne marche pas. Est-ce qu'on se dit, tiens, pourquoi celle-là elle a marché, l'autre pas? Je vais essayer d'aller dans le premier registre pour pousser cette voie ou bien pas? Je pense qu'il faut trouver toujours l'équilibre entre rester fidèle à ce qu'on a envie de faire pour de vrai, et puis c'est clair qu'on a envie que ça marche aussi. Ça, c'est le but. Si on arrive à mêler les deux, c'est parfait. C'est toujours le rêve. C'est la quête du Graal. Voilà, c'est ça. Et puis, je sais aussi que poser une petite notoriété sur les réseaux sociaux, ça peut clairement aider pour ensuite que les gens viennent voir le spectacle, ce qui est le but à terme. Donc, c'est aussi ça le plan. Il y en a qui vivent que des réseaux sociaux. Moi, c'est pas du tout mon rêve parce que c'est pas ce que je préfère. Donc, moi, c'est vraiment plus le spectacle sur scène, devant des gens. Donc, c'est ça. Mais ce moyen-là, il peut m'aider à y arriver. Mais il faut faire. J'ai rencontré un jeune écrivain dans un de ces salons du livre qui avait réussi à obtenir sa maison de production avec ce concept. Il adore la littérature,
que finalement les scènes de la vie, donc il filme des petites scènes de la vie, mais il les met en confrontation avec les écrits des grands écrivains qui présentent rapidement, je crois que c'est un format d'1 minute, et ça a tellement pris, finalement il ne sait pas pourquoi, il est à Paris, donc il va dans les rues de Paris, et il fait découvrir des moments de vie de Paris avec des moments de littérature passée, et c'est ça qui lui dit, mais tu devrais écrire quelque chose là-dessus, et il est parti comme ça, et c'est venu. C'est cette idée-là que j'avais en tête en disant, est-ce que il ne faut pas trouver, enfin je ne sais pas, il faut trouver un format qui fait un peu spécial, et qui fait que la notoriété de Anthony, ça ne sera pas son comique d'Instagram ou je ne sais pas, TikTok ou peu importe, mais ça sera ça qui donne la porte d'entrée au vrai Anthony de la scène. C'est ça qui serait intéressant, c'est trouver un concept, quelque chose, un format qui me ressemble et qui peut plaire, et puis qui peut être produit, qui peut être décliné un peu sur plusieurs vidéos. Ça, c'est ce que je suis en train de chercher d'ailleurs. Donc, tu vas trouver alors. J'espère. Mais après, dans les réseaux sociaux, c'est sûr, se démarquer, c'est pas une chose facile vu la quantité de contenu qui est publié par jour et la quantité d'humoristes qui publient des choses. Se démarquer, c'est quelque chose, c'est un vrai défi. De trouver quelque chose de personnel qui n'a pas déjà été fait. Et la timidité, est-ce qu'elle est vaincue par la scène? Je suis peut-être mal placé pour le dire parce que je ne suis pas quelqu'un de nature très timide, ce qui fait que ça n'a pas été une difficulté, en tout cas pas à ce niveau-là. Après, il y a eu beaucoup d'autres difficultés, de stress, de doute et tout ça, mais la timidité, je n'ai pas eu trop de problèmes. Après, je sais que, par exemple, pour citer un nom que maintenant qui est très connu, Paul Mirabel, lui c'est quelqu'un de nature très timide dans la vie et qui pourtant est en train d'exploser, enfin a déjà explosé clairement. Et d'après ce que j'ai compris, ça l'a quand même beaucoup aidé à se faire plus confiance lui-même, mais sa nature profonde de timide, elle n'est pas effacée. Et alors ton prochain spectacle, quand on pourra te voir déjà en Valais? Alors ça, grand débat. Pas encore à la fin d'année, non. D'accord. Je n'ai pas encore de date précise à donner, mais forcément que je vais jouer en Valais, ça c'est clair et net, et si possible ailleurs après. Donc c'est encore un peu flou comme plan, mais voilà, le spectacle est en construction. Et puis, il est bien avancé? Je sais pas ce qu'on peut dire bien avancé, mais disons que j'ai environ 40 minutes par là autour, et il faudrait atteindre 1h15 idéalement. Et puis ensuite, idéalement il faut écrire beaucoup plus et puis couper tout ce qui fonctionne moins, ce que j'ai déjà fait sur les premières 40 minutes. Et puis voilà, il faut que je pratique. Tu as une équipe d'écriture, ou bien tu le fais tout seul, ou tu le présentes à des tiers? C'est quoi le processus qui fait qu'on va t'entendre ensuite dans la scène finale? Alors moi j'ai écrit, en principe j'écris seul le premier jet, à des moments, ça peut être dans le bus ou n'importe où. Donc ça j'écris la première idée, le premier jet, puis ensuite je vais chez mon pote co-auteur, Clémence Calésia, qui était d'ailleurs aussi dans la troupe du collège, c'est celui qui jouait Dorante. Ah d'accord, ok. Donc lui, il est plus jeune que moi, mais il a déjà un œil critique que je trouve vraiment admirable. Et donc je vais chez lui, je lui lis le texte, et ensuite on le retravaille ensemble, et il va me dire c'est toujours assez pertinent, et puis on sait, vu qu'on se connaît très bien, on est cash, donc il va pas essayer de me dire ouais peut-être, il va me dire s'il trouve nul, et puis on enlève, on retravaille, rajouter des blagues. Parce que ce qui doit être difficile aussi, c'est d'imaginer un public, un grand public, être réceptionniste en quelque sorte de blagues que 2 ou 3 potes, ou même une équipe de 10 personnes auraient trouvé drôle. Il peut ne pas y avoir de réciprocité en fait. C'est impondérable finalement de la réciprocité que vous cherchez, qui était assez captivant finalement. Oui, alors clairement, cette recherche est incroyable. Et puis j'ai eu l'occasion de discuter avec des humoristes qui ont déjà une belle carrière derrière eux et qui me disent encore maintenant, sans aller sur scène, on ne peut pas savoir à coup sûr. Il y a des techniques, il y a des améliorations dans l'écriture qui font qu'il y a plein de petites choses, on peut miser sur une
quand même une forte chance que ça marche ou que ça marche pas. Mais d'autres fois, il y a des trucs très surprenants qui se passent. Moi, d'une fois à l'autre, la même blague, en plus ça change suivant les publics, donc la même blague devant un public, elle marche pas, et puis la fois suivante, c'est le gros rire, et puis il y a vraiment un applaudissement. Et dans l'après-coup, on a une réponse à cette... Des fois, oui. Oui. Moi, souvent, je filme les prestations, et puis je les re-regarde après pour analyser. Donc la prestation, tu dirais, a fait provoquer le rire ou bien pas. C'est pas que la nature du public qui le reçoit. Ouais, il y a un peu des deux, je pense, de toute façon. Mais c'est sûr que des fois, je vois, en re-regardant la vidéo, je me dis, ah, j'ai une erreur dans le rythme, j'étais pas tout à fait juste. Donc, je pense que c'est ça. Et puis la fois suivante, j'essaye de corriger ce détail-là. Et si ça marche toujours pas, je me dis, bon, c'est peut-être autre chose. Et puis au bout de 3-4 fois, quand on a testé plusieurs manières de faire la même blague, on se dit, bon, ben, on l'abandonne, ça veut dire que la blague n'était pas bonne pour finir. Mais c'est sûr que des fois, il suffit de pas grand-chose, un changement de mots, de formulation qui fait que ça provoque le rire et une autre fois pas. Et quelle est ton approche de ces humoristes qui font du stand-up et qui prennent à partie les gens du public, souvent pour les vanner, on va dire, très, très profondément est-ce que tu peux concevoir ça ou bien oui, pas? Oui, tout à fait. Moi, j'aime bien, en tout cas en tant que public, j'apprécie ça. Et puis, ça crée tout de suite un lien de proximité qui est assez incroyable. Il y a Thomas Wiesel qui fait ça aussi dans son spectacle. Il y a toute une partie où il discute avec le public. Et bon, pour certains, c'est vraiment cash, hein, oui, c'est crash, et puis après, très dur hein, des fois, hein. Par exemple, même grossier à la limite. Hein, ceux qui vont voir Thomas Wiesel, ils savent ce qu'ils vont voir en général, donc ils sont prêts à recevoir ça aussi. Mais dans les comedy clubs, ça se fait beaucoup, ce jeu d'interaction, de vanner le public, et je trouve ça chouette. Après, j'aime bien quand il n'y a pas que ça. Moi, il me faut aussi la beauté d'une belle blague écrite. C'est aussi ça qui est intéressant, c'est pas que le vanner le public. Et puis alors, je vais terminer là-dessus. Comme j'ai des informateurs aussi, il paraît que vous êtes retrouvés dans une salle d'impro, faisant de l'impro, etc. Et puis alors j'ai demandé comment ça se passait. Et puis là, ce qu'on m'a expliqué, je ne sais pas si les informations sont correctes ou bien pas, mais finalement, il y a quelqu'un qui a dit, voilà, vous êtes en l'an 4 après Jésus-Christ, hein, en l'an 4 après Jésus-Christ. Et finalement, c'est l'information de départ qui fait que ça doit déclencher quelque chose. Alors, comment, parce que quand on te dit ça, tu ne sais pas que tu seras à l'an 4 avant Jésus-Christ, et puis tu es sur scène et tu dois, on va dire, gicler quelque chose. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans la tête d'Anthony à un moment où on lui dit 4 après Jésus-Christ, voilà, tu y vas? Alors, franchement, c'est dur à le dire, hein. Je ne sais pas trop l'expliquer non plus, mais je pense que je prends l'information, puis surtout dans des cas comme ça, où le thème il est donné, on doit improviser tout de suite. De toute façon, il n'y a pas le temps de faire une réflexion. Voilà. Donc, on prend la première idée qui fait poup et on fonce dedans, même si on ne sait pas si c'est. Et alors là, c'était quoi par exemple chez toi? Alors là, c'était, mais en plus, on nous avait imposé d'utiliser des outils fictifs. Ah, des outils, d'accord. Alors, moi je suis parti dans un pétrissage de pain en l'an 4, c'est le premier truc qui m'est venu. Et puis ensuite, on a parlé un peu du nouveau JC qui était né il n'y a pas longtemps. Et puis avec les autres, forcément, c'est l'impro à plusieurs, donc c'est ça qui est sympa, c'est que chacun apporte ses idées, puis ça, il y a un peu cette émulation. Mais l'impro, j'ai encore beaucoup de progrès à faire, puis je me réjouis de progresser là-dedans. Voilà. Alors en tout cas, j'ai été très... avant de terminer, naturellement, si tu pouvais nous proposer un morceau de musique que je pourrais mettre après la vidéo, la musique que tu apprécies. Alors je dirais Keep It Moving de je ne sais plus le titre, je le transmettrai après. Ouais. Voilà, qui est une musique très sympa que j'ai découvert il y a une année et quelques. Alors merci pour ce moment, Anthony Crétet. Merci à toi.